Bonsoir à tous et bienvenue. La première session ordinaire du Sénat a été clôturée ce mardi à Yamoussoukro. Au total, 19 projets de loi ont été examinés et adoptés par les sénateurs au cours de cet exercice. Un bilan satisfaisant que la présidente du Sénat a présenté devant ses pairs et des autres présidents des institutions de la République. Tiemoko Meïlie Kone, le vice-président ivoirien, a pris part à Pretoria, en Afrique du Sud, ce mercredi à l'investiture du président réélu Cyril Ramaphosa. Le numéro 2 ivoirien représentait le président ivoirien Alassane Ouattara. Et puis l'édition du Hajj 2024, le 5e pilier de l'islam, tire allègrement vers sa fin. Avec la clôture ce mercredi du circuit cultuel, le premier retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire est prévu pour le 24 juin prochain. Présent en Terre Sainte, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, se félicite de la réussite de l'organisation ivoirienne. Tout de suite, nous prenons la direction de la capitale politique ivoirienne. La Chambre haute du Parlement ivoirien a clôturé ce mardi à Yamoussoukro sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Elle avait démarré en janvier dernier. Sur la période, ce sont au total 19 projets de loi qui ont été examinés et adoptés par les sénateurs, un bilan satisfaisant que la présidente du Sénat a présenté devant ses pairs et des autres présidents d'institutions, Nadia Edja, Sylvanus Guéhi. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ce mardi. 90 sénateurs sur les 99 que compte le Sénat ivoirien sont présents pour la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire 2024. Une assemblée tenue en présence de plusieurs représentants du corps diplomatique et des présidents d'institutions. Ça fait partie de la proximité qu'il y a entre nous les institutions. Et lorsque nous sommes invités par un de nos collègues, nous faisons le devoir et l'effort de venir répondre à cet appel pour entretenir la convivialité entre nous et pour entretenir la fraternité entre nous. L'occasion a été saisie par la présidente de la Chambre haute pour faire le bilan de cette première session de l'année. Au total, 19 projets de loi ont été examinés et adoptés. Ce sont entre autres le projet de loi portant exercice de la médecine, celui sur la protection de l'éléphant, sur le code pénal, sur la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique, et bien d'autres. Le Sénat a adopté l'ensemble de ces textes au regard de leur contribution évidente à la régulation efficiente de la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire, mais également à la sécurisation de notre pays et de la sous-région. Au titre de sa mission d'évaluation des politiques publiques, le Sénat a procédé à la mise en place effective de sa commission en charge de l'évaluation, conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, cette session a été marquée par la participation du Sénat ivoirien à plusieurs activités parlementaires internationales majeures. Un bilan apprécié par les membres du Sénat. Nous allons faire des équipes pour nous éparpiller sur toute la Côte d'Ivoire. On fera des délégations de 6 sénateurs par région. Et nous allons passer dans toutes les régions pour expliquer ces lois que nous avons votées. Parce que dans chaque région, il y a au moins 2 sénateurs. Et il va convoquer des populations et nous allons expliquer. Autre point fort de cette clôture de session du Sénat, la présentation du trophée de la CAN 2023 par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo. D'une capitale à une autre, de Yamoussoukro, nous nous rendons à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. Capitale qui a accueilli dans la nuit d'hier à aujourd'hui Tiemoko Meïlie Kone, le vice-président ivoirien. Le numéro 2 est allé représenter le président Alassane Ouattara à l'investiture du président réélu de la nation arc-en-ciel, Cyril Ramaphosa. La correspondance de Mardoché Kwasi. Costume rayé, bien droit sur la scène à côté du président de la Cour constitutionnelle, le président Cyril Ramaphosa confirme « Oui, je connais le serment ». C'est en effet la seconde fois qu'il le lit, puis il conclut « Que Dieu me vienne en aide ». Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été investi ce mercredi pour son 2e mandat à la tête de la nation arc-en-ciel. La cérémonie d'investiture a eu lieu en présence du vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Kone, qui y représentait le chef de l'exécutif ivoirien. Plusieurs chefs d'État africains, notamment Félix Tshisekedi de la RDC, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Bola Tinubu du Nigeria, étaient également présents à cette cérémonie. L'édition du Hajj 2024, le 5e pilier de l'islam, tire allègrement vers sa fin avec la clôture ce mercredi du circuit cultuel. Le premier retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire est prévu
Pour le 24 juin prochain, la semaine prochaine donc, présent en Terre Sainte, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, se félicite de la réussite de l'organisation ivoirienne. Il s'est exprimé au terme d'une rencontre avec le principal logeur des Ivoiriens en Arabie Saoudite, tribune d'un bilan partiel. Le point de notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Salif Yalekwe. Après l'étape du circuit culturel marquée par les étapes de Mina, Arafat, Mousdalifa qui constitue le cœur du Hadj, le 5e pilier de la religion musulmane, les pèlerins ivoiriens sont de retour depuis ce mercredi à la Mecque, marquant ainsi la fin du Hadj. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, au terme de cette étape, a rencontré plusieurs acteurs du pèlerinage, dont le principal logeur des Ivoiriens en terre saoudienne. Le ministre en charge des cultes s'est félicité de la réussite de cette édition du Hadj. Les premiers mots sont des mots de satisfaction pour le déroulement global de cette importante activité qui a vu la participation d'environ 10 000 pèlerins ivoiriens dans des conditions que je dirais exceptionnelles. Et je suis heureux de constater effectivement que le contingent ivoirien a été traité de façon privilégiée par le prestataire qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Pour sa part, le logeur des Ivoiriens, Ali Ayak, s'est réjoui d'une saison exceptionnelle avec la présence du ministre ivoirien en charge des cultes. Dans la foulée, il a salué le leadership de la Côte d'Ivoire. Cette édition du Hadj a enregistré la présence de 1 833 164 pèlerins venus du monde entier, parmi lesquels quelques 10 000 pèlerins ivoiriens, dont 7 000 inscrits dans le contingent étatique et 3 000 pour le compte des 20 opérateurs privés. Le premier vol retour à destination d'Abidjan quittera la Mecque le 24 juin prochain et le dernier vol le 3 juillet 2024. Aujourd'hui, 19 juin, est commémorée la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie invisible qui tue à petit feu. En Côte d'Ivoire, l'accès aux soins est toujours limité. Jusqu'à 8000 enfants naissent avec la maladie chaque année. Les précisions de Mardoché Kwasi, Daniel Kadjo et Eric Kimou. Kofi Antoine Promise vit avec la drépanocytose depuis sa naissance. Lorsque j'ai piqué ma prise, là j'ai su que j'avais une maladie. Ensuite, j'ai vu dans une émission que c'était une maladie que je devais vivre avec. Une situation difficile pour les enfants, mais aussi pour les parents comme Joséphine Cassi, dont l'enfant a été diagnostiqué tardivement. C'est la souffrance, l'isolement, parce que lorsqu'on a un enfant malade, cela veut dire que nous-mêmes en tant que maman, on est malade. Ça veut dire que les frères et les sœurs de nos enfants, donc nos autres enfants, ne peuvent pas avoir toute notre attention parce que cet enfant a besoin de plus d'attention, a besoin qu'on soit avec lui. C'est important la sensibilisation parce que savoir ce que l'enfant a, déjà raccourcit ce temps d'ignorance et donc augmente ce temps de soulagement parce qu'on sait ce que mon enfant a et ça c'est important. C'est d'ailleurs pour éviter de se retrouver dans cette situation que d'autres mamans choisissent de faire dépister tôt leurs enfants. Personne n'a de drépanocytose dans ma famille, mais j'ai décidé de venir faire le test pour ma fille. Et des signes en particulier sont à surveiller de près. La douleur de la drépanocytose a des caractéristiques. La première chose, elle est toujours déclenchée par quelque chose. Et la douleur est en général ostéo-articulaire. Les formes anémiques, la douleur va commencer en général autour de 6 mois. Donc les mains et les pieds de l'enfant vont s'enfler. Pour les formes non anémiques, la douleur sera un peu plus tard, c'est-à-dire autour de 5-6 ans. Le gouvernement ivoirien travaille justement à la sensibilisation pour un dépistage précoce de la maladie. C'est le sens de l'appel lancé à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. En unissant nos forces, en partageant nos connaissances et en travaillant de concert, nous pouvons faire la différence dans la lutte contre cette maladie et offrir un meilleur avenir aux personnes touchées. Peu connue du grand public, la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au monde. Elle affecte le sang et se traduit notamment par d'importantes crises de douleur. En Côte d'Ivoire,
où la maladie est un véritable problème de santé publique, près de 12% de la population est porteur de la maladie. 6 à 8 000 enfants sont diagnostiqués chaque année et parmi eux, près de la moitié peuvent perdre la vie avant l'âge de 5 ans. La matinée a été chaude aujourd'hui à Diorogobité, c'est un quartier de la commune de Cocody. Des femmes sont descendues dans la rue pour réclamer la restitution au village de l'espace prévu pour abriter le marché local, un site au centre d'un litige foncier avec une opératrice économique de la place. Pour éviter une autre tournure de ce différend foncier qui date de 2003, la chefferie interpelle le gouvernement et le Conseil d'État, comme nous le montre Thiemé Dangé et Tanguy Conan. Cocody Diorogobité. Dans les rues, des femmes du village en colère. Au cœur de leur grogne, le litige sur le site affecté au marché du village, un espace au centre d'un conflit foncier, avec une opératrice économique de la place, détentrice d'un acte de propriété provisoire, querellé en date du 31 juillet 2003. Face à cette tournure, la chefferie donne de la voix, faisant dans la foulée la lumière sur ce contentieux qui refait surface 21 ans après. La chefferie a saisi le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Constitution pour vérifier la nature de l'arrêté qui donne droit au lot litigieux dans le lotissement de Diorogobité 1. La réponse du ministère de la Constitution est sans équivoque et a déclaré que l'arrêté numéro 00996/MCU du 31 juillet 2003 accordant la concession provisoire de l'îlot 125 du lotissement de Diorogobité 1, commune de Cocody, est absent dans les archives du service du contrôle et de production des actes. Les équivoques levés, la chefferie appelle le gouvernement à faire les diligences nécessaires pour le traitement définitif de ce dossier et ainsi éviter des troubles dans le village. Au départ, j'étais accusé. On m'a dit que c'est le chef qui a vendu le marché. Alors que 2003, moi, je n'étais pas encore aux affaires. Donc vraiment, on demande aux autorités de nous aider pour que nos femmes puissent rentrer en possession de leur marché. La chefferie a par ailleurs saisi le Conseil d'État d'une requête d'invalidité de l'arrêté de construction définitive signé en faveur de la partie adverse en juillet 2003. La décision reste attendue avec impatience par ces femmes qui ont battu le pavé pour obtenir gain de cause. Connu dans le secteur de la logistique en Afrique, le groupe AGL a inauguré ce mercredi à Abidjan un centre d'innovation technologique dénommé YIRI, un incubateur d'idées qui va accompagner les startups intervenant dans la logistique et autres secteurs connexes dans la concrétisation de leurs projets. Nadia Eja, Joseph Zécré. D'une capacité de 247 mètres carrés, est composé de bureaux, salles de réunion, espaces de formation, espaces de conférences et de détente. Le centre d'innovation technologique YIRI s'ouvre ce 19 juin avec Accelerate, un programme dédié aux startups légalement constitué, proposant des solutions dans les secteurs en lien avec les activités du groupe Africa Global Logistique. On espère qu'au travers de cet accompagnement de start-up-là, on puisse aussi catalyser les collaborateurs pour pouvoir aussi, dans son quotidien, travailler avec des nouvelles méthodes et être plus efficace. Au moment de l'ouverture officielle de ce centre régional d'innovation, les responsables du groupe sont revenus sur les motivations derrière la création de ce centre. Plus qu'un simple incubateur d'idées, notre ambition est de soutenir le développement de solutions et de projets tangibles, ayant un impact direct sur notre société. C'est un lieu où les idées prennent vie, où les jeunes pourront transformer leurs rêves en réalité. C'est un endroit où nous pouvons collaborer, innover et créer un avenir meilleur pour tous. Pour le gouvernement, ce laboratoire technologique va aider au développement de l'économie numérique, mais aussi à la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons car ce sont ces jeunes qui vont impulser la dynamique de transformation digitale de notre économie tant prônée par le chef de l'État. Le gouvernement, pour sa part, a mis en place un cadre législatif et réglementaire pour soutenir cette dynamique. Non seulement je me réjouis donc de l'inauguration de ce centre, mais je dois aussi me réjouir donc de l'opportunité que vous offrez donc à tous ces jeunes qui auront donc dans ce centre l'espace nécessaire pour voir émerger leurs idées et créer. Les candidatures à la première phase du programme Accelerate sont ouvertes depuis ce 19 juin pour une durée d'1 mois. En plus du programme pour les startups, ce centre régional d'innovation va ouvrir en septembre
les programmes Intrapreneurs League, dédiés aux collaborateurs du groupe, et en fin d'année, le programme Discover, ouvert au grand public. Ce mercredi a marqué la première phase des journées de distinction de 323 agents de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Ce sont 35 agents qui ont été honorés ce jour pour les années de service au sein de l'administration ivoirienne. Une distinction en présence de hautes autorités du gouvernement ivoirien. Les précisions de Moussa Nikema, Kassim Diabaté et Chèque Bleu. Après de bons et loyaux services, ce sont 35 agents de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État qui sont honorés par l'administration ivoirienne. Un engagement salué par le responsable de la société. Je tiens à saluer le dévouement, l'abnégation au travail, l'engagement, la passion et l'innovation qui caractérisent ces collaborateurs qui ont contribué à faire de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. En tout, ils sont 25 dans l'ordre du mérite de la fonction publique et 10 dans l'ordre du mérite national. Ces femmes et ces hommes pensaient qu'on les avait oubliés. Ils réalisent avec la cérémonie de ce jour que la nation sait se souvenir de ceux qui l'ont servi avec loyauté et désintéressement. Ils prennent l'engagement ici et maintenant, avec la somme d'expérience capitalisée, de répondre favorablement et bénévolement à toute forme de sollicitation. Au nom de l'État ivoirien, Moussa Sanogo et Anouloto ont invité les travailleurs à garder le cap pour une administration de qualité. Cette décoration symbolise la reconnaissance de votre dévouement à notre cher pays, de votre persévérance dans le travail et des valeurs que vous avez incarnées dans vos tâches quotidiennes. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance de l'État pour le travail de qualité que vous avez accompli durant de nombreuses années. Cette journée de distinction marque la première phase de reconnaissance de 323 agents de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État qui ont en tout entre 15 et 39 ans de service dans l'administration ivoirienne. À l'étranger, on prend la direction du Sénégal. Depuis plusieurs années, le pays subit une baisse progressive de sa pluviométrie, ce qui induit une baisse des ressources en eau, évidemment, une situation qui affecte les activités des agriculteurs qui essaient, tant bien que mal, de s'adapter aux effets du changement climatique. C'est le cas des femmes de Sama Ndiayen, dans le département de Kaolack, qui arrivent aujourd'hui à produire en saison et en contre-saison. On en sait un peu plus dans ce reportage de notre envoyé spécial au Sénégal, Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Sama Ndiayen, localité située à une trentaine de kilomètres de Kaolack, à l'ouest du Sénégal. Satou fait partie des femmes agricultrices de cette région. Malgré la baisse progressive de la pluviométrie et l'aridité du climat, ses sœurs et elles tentent tant bien que mal de préparer leurs champs en attendant d'hypothétiques pluies. Il peut arriver que pour la pluie, que cette année, qu'on ait la pluie, le mois, par exemple, on est au mois de mai, et que l'année précédente, c'était au mois de juin, et que même parfois, la pluie peut arriver au mois de juillet. Vous voyez cette variabilité, mais nous, on ne peut rien faire. On est obligé d'attendre tout court parce que la seule source d'eau ici, pour produire, c'est l'eau de pluie. Dans cette zone du Sénégal, les femmes n'avaient aucune activité du fait de la mauvaise qualité des sols et le manque criard d'eau exacerbé par le changement climatique. Malgré leur volonté de sortir de ces oisivetés, ces difficultés liées au climat leur compliquent donc la tâche. Un défi et bien d'autres que ce groupe de femmes a réussi à surmonter grâce à de nouvelles pratiques culturelles. Des pratiques qui leur ont été enseignées par plusieurs partenaires techniques, notamment la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, à travers le projet SAGA, Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée. On a regroupé les femmes en groupe de 25 pour les former sur les techniques d'adaptation au changement climatique. D'abord, comment elles gèrent le sol dans ces conditions climatiques arides, comment elles peuvent utiliser la matière organique et réduire les produits chimiques et les pesticides, comment elles peuvent produire dans des conditions où la chaleur est très élevée pour faire des cultures maraîchères, et comment également elles peuvent économiser l'eau et faire une production en ayant un calendrier culturel pour toute l'année.
On les a appuyés en intrants organiques, en semences. On les a montré comment faire les pépinières et elles ont démarré. Ce projet vise à terme à renforcer la planification de l'adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans 2 États francophones particulièrement vulnérables au changement climatique que sont Haïti et le Sénégal. 2 ans après la clôture du projet, ces femmes poursuivent leur activité et ont acquis une indépendance financière qui leur permet de pérenniser leur production. Toute la menthe que vous trouvez au niveau du marché de Kaolack est souvent issue de notre champ. Donc ils viennent même parfois jusqu'ici acheter le produit et acheminer au niveau du marché. Les clients à qui on vend le produit, ils viennent nous dire que même l'odeur du produit est spéciale, c'est très poussé. En plus, ils arrivent à bien conserver ça pendant longtemps sans que ça se gâte. Dans ce champ, nous n'utilisons pas de produits chimiques. Tout ce que nous utilisons, c'est l'engrais naturel qui vient du fumier. Au-delà de leur assurer la nourriture quotidienne, chacune des 40 femmes de cette association gagne au moins 120 000 francs CFA par an sur chaque planche en alimentant le marché de Kaolack en produits vivriers avec des techniques culturelles qui leur permettent de résister aux effets du changement climatique. Un exemple à vulgariser dans tout le pays et dans toute la sous-région ouest-africaine qui fait face de plus en plus aux défis de la sécurité alimentaire. Et c'est ici que s'arrête ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi.